Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ces news. Alors ça fait depuis longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà, je voulais un petit peu revenir là-dessus et apporter quelques réflexions sur l'actualité du moment. Donc là, ce sera que attaché à du matériel ou des événements liés à un matériel. Mais peut-être que dans le futur, je reparlerai peut-être d'expositions que j'ai fait ou d'actualités plus de concours de certaines choses. Enfin, plus des trucs qui m'intéressent au final et où je pourrais apporter mon avis au final. Donc là, on va parler du Global Shutter avec la 9.3. Si vous n'avez pas vu ma preview, voilà, vous pouvez la voir. Après, peut-être que pour vous, des tests seraient un petit peu plus intéressants, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup où ils sont très très courts. Donc on ne sait pas, la surchauffe et plein de choses dans le genre. Mais je voulais un petit peu parler des implications que ça pourra avoir dans le futur, ces capteurs Global Shutter sur des hybrides, parce que, bien évidemment, le Global Shutter, ça date pas non plus d'hier. Donc voilà. Après, je vais vous parler un peu de la keynote, et ça a été filmé à l'iPhone, et donc ça a été peut-être mal compris par certaines personnes, donc j'ai un petit peu envie de revenir là-dessus, en quoi c'est vraiment surtout du matériel marketing, un coût marketing, et c'est intéressant en termes de choix d'Apple, mais en quoi ça peut être aussi, comment dire, ça pas forcément réaliste, mais bon, c'est très bien d'avoir fait ce choix-là. Et on va passer après à l'actualité matérielle objective, parce que je ne fais pas de preview d'objectif, parce que ce serait très court et pas très intéressant, c'est ce que je pense. Et du coup, on va surtout voir les optiques Canon et Sony qui sont sorties récemment. Et donc, en parlant de preview, comme moi je fais surtout, quand j'ai pas l'appareil photo, des vidéos sur les caractéristiques techniques. D'ailleurs je fais souvent ça et après un test quand j'ai l'appareil photo qui arrive, ce que j'avais fait pour le S5 Mark II X. Et suivant si l'appareil photo est intéressant ou pas, les vidéos se passent plus ou moins bien, parce que dès que je commence à critiquer un peu les appareils, les gens me disent vous n'avez pas l'appareil photo, vous ne pouvez pas le critiquer. Donc on va voir ça en dernière partie. Du coup, le Global Shutter, on peut l'illustrer avec l'appareil photo que Sony a annoncé qui devrait être disponible, alors on sait pas trop, mars, janvier, et vraiment les exemplaires de test apparemment arriveront eux aussi en janvier. Donc c'est un timing un peu bizarre, donc en fait si vous en voulez un, il faut le précommander sans savoir s'il va être intéressant. Bon, il sera quand même vachement intéressant. C'est juste que le Global Shutter a certaines limitations. Alors, la 9.3 fait des choses assez magiques, 120 images par seconde en photo. Alors certes, il ne va pas le faire pendant très très longtemps, mais vous avez un nouveau bouton C5 qui vous permet, de base, d'avoir cette fonction-là qui peut être remappée un petit peu partout. Vous avez 120 images par seconde en vidéo aussi, donc vous allez dire comme sur la 7S3, sauf que là c'est en plein format, mais c'est du pixel binding, donc c'est moins net que la 4K oversamplée 60, 30, 24, 25, 50 que vous aurez sur la 9.3, mais le pixel binding c'est la meilleure technique à ce jour qui n'utilise pas l'oversampling, donc c'est plutôt pas mal de ce côté là, donc on risque d'avoir une qualité de 120p qui est bonne, et avec l'autofocus Sony, les nouveaux sujets, l'écran orientable de la 7R5. Mais du coup ce qui fait un petit peu débat, ça va être la dynamique du coup, parce que ça va être assez compliqué. Comme vous voyez ici, sensibilité ISO, 250 à 25600 ISO. On est sur un capteur qui est de 24,7 millions de pixels. Donc c'est très léger. Pour exemple, si je prends la 7R5, 100 à 32 000 ISO, la 6700, 100 à 32 000 ISO, et extensible jusqu'à 102 400, ce qui est aussi le cas sur la 7R5. Alors je dis pas que c'est des ISO utilisables, mais ça montre que il y a un petit loup là-dedans, et je pense que si Sony n'a pas parlé de la dynamique, c'est tout simplement qu'elle est moins bonne que sur d'autres appareils photo de la gamme Sony. Après, est-ce que c'est un mauvais choix plutôt que d'avoir mis un capteur empilé? Non, puisque ça prouve que maintenant Sony est capable de cette technologie-là, à voir si le nouveau Canon aura ça. Mais voilà, c'est vraiment très très bien, parce que
la chose à dire, c'est que c'est un appareil photo spécialement dédié aux photographes de sport, aux journalistes et tout ça. Donc, ce qu'on perd en dynamique, ce qui devrait, si on estime les ISO, être autour de APC, voire un petit peu moins de dynamique, sera gagné sur le fait d'avoir des JPEG qui n'auront pas besoin de cette dynamique, puisque quand la dynamique est déjà travaillée, donc il y en a beaucoup moins sur un fichier JPEG que ce qu'on peut malaxer dans un RAW et avoir en maximum. Mais du coup, ça impactera la vidéo, mais pour ces photographes de sport, il n'y a pas de problème de ce côté-là, parce que il faut délivrer des JPEG de haute qualité avec un bon autofocus, et c'est à peu près tout ce qu'il faut. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, et donc je pense que Sony fait le bon choix de mettre son premier capteur empilé, pour montrer qu'il fait un capteur empilé, dans un appareil photo plutôt dédié à de la livraison de photos rapides, mais du coup, ça dénote des autres appareils photo Sony avec une dynamique moins élevée, puisqu'ils sont un peu les leaders sur le marché. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est que avec les nouvelles générations qui vont arriver, ils vont forcément faire en sorte de mettre des nouvelles technologies et de faire en sorte d'augmenter la dynamique sur le capteur, ce qui profitera, à mon avis, et c'est très fort probable, aux autres appareils photo. Donc on pourra passer les 15 tops, je pense, au final, sur des capteurs empilés et sur des capteurs de base, rolling shutter. Mais aussi, du coup, ça va rendre cette technologie de capteur empilé bien moins chère avec le temps, et on va en profiter dans une à deux à trois générations d'avoir des appareils photo, donc ce sera dans longtemps, mais on profitera après d'appareils photo qui seront, de moyenne gamme, et je pense avec aussi certains capteur empilé et une très haute dynamique. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec le Global Shutter au final, c'est que ça va nous apporter dans le futur de petites innovations, et ça montre que Sony est en pleine santé et que vous pouvez investir sereinement dans leur boîtier. Voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant, vous mettez beaucoup d'argent dans un appareil photo, et si la compagnie cool, le fabricant d'appareils photo cool, ou de n'importe quoi d'autre, puisque par exemple Sony ne fait pas que ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est une belle prouesse, ça montre qu'ils sont en bonne santé, ils sont prêts pour les JO, et ça fait du bien. Donc je vais vous parler maintenant de l'iPhone, et donc de la keynote. Donc à la fin de la conférence, boum, c'est filmé à l'iPhone. Tout le monde, waouh! Mais très vite, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais il y a beaucoup d'éclairage et machin. Oui, et ensuite, c'est le cas de n'importe quelle production de ce type-là. Alors, la plupart des gens n'ont fait que rager, juste pour rager. Au final, c'est un petit peu dommage, parce que, du coup, quand on fait ça, on ne voit pas le propos derrière. Et certes, c'est peut-être juste pour faire vendre des iPhone 15 et des iPhone 15 Pro, mais pour moi, c'est vraiment plutôt pas mal en marketing. C'est juste pour dire, au final, avant de rentrer dans le détail de pourquoi la keynote et pourquoi c'est comme ça, c'est pour faire vendre d'iPhone à des gens en leur disant, voilà, ça coûte pas très cher, vous pouvez, avec l'éclairage adéquat, peut-être pas forcément celui qu'on a qui est super cher, faire des vidéos très très correctes en ProRes, et pas avoir besoin, au final, de beaucoup de monde, et pas avoir besoin de beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche et qui est vrai au final. Mais après, voilà, c'est du marketing. Donc c'est plutôt vraiment côté paillettes, parce que c'est pas un iPhone, c'est pas fait pour ça au final. Vous n'allez pas, juste vous dire, je veux faire une prod pro, je vais prendre un iPhone, parce que déjà, il y a plein d'endroits où ça vous servir à rien, sur des stades, sur des concerts, où il faut avoir des micros 4 tiers, avec des SDI, des optiques qui font x77. Voilà, ce ne sera pas utile pour tout. Et lorsqu'on regarde le coût d'une prod, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent, hein, tout ce qu'il y avait autour des iPhone 15 qui filmaient, mais du coup, lorsqu'on regarde ça, au final, dans le devis, prendre un iPhone 15 ou une caméra cinéma, ça ne change pas grand-chose. C'est ça qu'il faut se dire, hein, dans un devis de location. Et en plus, une caméra cinéma, des SDI, peut avoir la possibilité de sortir
sur différents moniteurs en même temps, alors que lorsqu'on a un iPhone 15, il faudra une interface derrière pour pouvoir le renvoyer à d'autres choses, ce qui coûtera au final plutôt cher et qui demandera des opérateurs en plus pour pouvoir faire en sorte que l'augmentation de la connectivité des choses fasse que ce soit beaucoup plus compliqué que d'utiliser une caméra en utilisant les multiples batteries et des multiples matériels réels, pardon. Voilà, donc c'était vraiment pas juste pour dire vous allez faire toutes vos toutes vos vidéos pro avec ça. D'ailleurs, je pense que Apple, c'était un défi technique pour eux de le faire, et donc c'est pour ça que c'est marketing au final. C'est genre, ils ont vraiment investi là-dedans, ils ont payé au final plus cher, je pense, en main-d'œuvre et en personnes pour faire en sorte que ça marche. Et voilà, c'est quelque part de la pub qu'ils font pour leur iPhone. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et c'est plutôt pas mal, surtout voilà à la fin, voilà, vous voyez, parce que c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est que si pendant toute la vidéo vous n'avez pas en mode c'est un iPhone qui filme, ce qui peut arriver des fois, notamment lorsqu'il y a le mode flou qui est activé. Mais là, voilà, ça va être vraiment très très bien fait, et on se retrouve à la fin en mode, voilà, c'est filmé avec un iPhone, bim, enfin avec plusieurs iPhones et bim. Du coup, maintenant, on va passer sur les optiques qui sont sorties. Hop, je vais revenir ici. Évidemment, il faut que je rafraîchisse ça, et j'y arrive. Voilà. Donc, j'ai mis Digiphoto, ça aurait pu être Digixo, ça aurait pu être Miss Numérique, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Photo Univers, voilà, toutes les marques, enfin, tous les vendeurs photos que vous voulez. Moi, c'est là où j'achète mes trucs parce que je suis habitué à ça, et ça, enfin voilà, le service après-vente et tout ça a toujours été très bon. C'est juste que je suis pas créateur chez eux, je ne sais pas comment on fait pour devenir créateur chez eux, parce que je sais qu'ils ont un code, enfin bref. Voilà, on a le 200-800 qui est sorti, une optique qui fait controverse chez certaines personnes, mais elle fait autant controverse qu'elle a été vendue au final, donc elle a été très très bien vendue, hein, à savoir que c'est un problème, hein, si vous voulez acheter cette optique maintenant. Alors c'est pas dit ici, mais sur le site Canon, c'est avril 2024. Donc je sais pas si la demande a explosé en vol et qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ou s'ils s'y attendaient, mais comme d'habitude Canon, ils ont les produits disponibles 6 mois après. Mais voilà, si vous voulez l'acheter, il ne faut pas être pressé pour l'avoir. C'est tout simplement ça, hein. Si vous planifiez de partir en vacances avec en début de l'année, ça ne sera pas possible. Si vous ne l'avez pas encore commandé, en premier, voilà, je pense que ce sera compliqué. Et donc, ce qui polarise un peu les gens, c'est que ce soit un 200-800 qui finisse à 9. À savoir que habituellement, le 200-600, c'est 5-6-6-3. Donc voilà, on n'est pas assez loin que ça, donc on sera, je pense à 600, c'était quoi, 7 AF8, donc c'est 2 tiers de stop, me semble-t-il, de plus. Donc c'est pas non plus énorme, mais lorsque on va dans les ISO, ça devient critique au bout d'un moment, parce qu'on peut étendre ces ISO un petit peu, mais pas un max. Donc ça, sur un R5 par exemple, en en photographiant, désolé, de l'animalier avec en basse lumière, donc fin de journée, c'est compliqué. Moi, avec le Sony et le 200-600, Sony A7 IV, je me suis retrouvé très facilement à 25600 ISO, donc avec des capteurs plus haute définition, ce sera déjà compliqué. Et donc ce sera plus une optique à réserver à un R6 Mark II ou un R3. Alors je dis pas que c'est pas possible de faire ça avec le R5. Par contre, moi qui fais de la photo d'avion, ce sera une très bonne optique pour faire des photos en meeting aérien ou des choses dans le genre. Si vous prenez le ciel en photo, il n'y aura pas de problème, ce sera très bien. Vous aurez plus d'ailleurs des ouvertures très faibles. Et puis voilà, donc c'est une optique stabilisée qui va avoir la taille de base d'un 200-600 Sony par exemple, si vous voyez quelle taille ça fait, mais par contre qui grandit. Donc ce qui peut être un problème d'équilibre ou même de taille que ça prend, notamment dans les affûts. Par exemple, moi les affûts où je vais, il n'y a pas de... En fait, les sièges sont collés au mur, à la cabane. Et le problème, c'est que si on veut zoomer, il faut passer l'objectif à travers. Donc ça peut gêner les oiseaux, et c'est un petit peu dommage de ce côté-là.
Mais bon, si vous n'avez pas de problème avec, et il coûte pas si cher que ça pour un 200, 800 au final, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si vous n'avez pas d'autres options, vous n'avez pas d'autres options au final. C'est peut-être compliqué à dire, mais voilà, je vois pas ce qui pourrait, à part le prix, parce que après il y a 800 F11, et après les 800 coûtent, donc sinon 800 F11 pas cher, et 800 F cher après. Voilà, tout simplement. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas une optique L. Donc, je sais pas si le pare-soleil... Enfin, il le montrait avec le pare-soleil, donc je pense qu'il est avec. Donc, voilà. De ce côté-là. En plus, c'est une exclue. Ah, mais c'est peut-être pour... C'est une exclue, sauf qu'ils l'ont aussi sur le site Canon. Donc, c'est peut-être pour ça que je vois que les ventes, elles sont assez élevées pour cette optique. Après, on aura le successeur de l'EF 10-18, qui est plutôt intéressant, et va être assez petit, et encore une fois, genre, on a une optique qui montre que en APC, bien évidemment, on n'a pas besoin de la monture RF, puisqu'il est beaucoup plus petit sur les bords. Mais voilà, 400 €, ce sera plutôt pas mal. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est quand même, c'est plus cher, ou c'est aussi cher, je sais plus s'il est à ce prix-là, que le 16 mm de 8. Après, voilà, vous avez comment dire, un zoom, donc ce sera plus pratique à l'utilisation, mais vous êtes à 4, 5, 6, 3. Ce sera une bonne optique pour le vlog, notamment, alors, avec tout, puisqu'il y a quand même la stabilisation interne, donc que ce soit R7, R10, R50 ou R100, je pense que j'en ai pas oublié au passage. Et puis voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, hein. Moi j'ai eu la version EF, c'est vraiment très utile comme optique, je l'ai cassé d'ailleurs, j'ai fait tomber, et donc elle a protégé mon 80D à l'époque, mais elle est morte au passage. On a aussi le 24-105, donc voilà, Canon encore une fois innove en faisant des optiques assez, comment dire, extraordinaires qui n'existent pas. Donc Sony le fait aussi, hein, faut pas exagérer non plus. Le 20-70 f4, voilà, Canon ne l'a pas fait. Hein. Mais voilà, 24-105 f2.8 LIS USM-Z, donc Z c'est Power Zoom. Donc on a la capacité de faire le Power Zoom. Donc je sais pas si on peut l'affilier à une fonction dans le boîtier. Mais pour avoir le boîtier Power Zoom en plus, ça coûte 1600 €. Donc voilà, je sais pas si c'est juste le système à l'intérieur et on utilise la bague de zoom de manière normale. Mais voilà, ça fait un petit peu mal, sachant que l'optique est à 3600 €. En fait, si on veut tout le système, je compte, ça fait 5200, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est assez élevé hein, en termes de prix. Après... Moi, ce que je me demande juste, hein, c'est la cohérence d'avoir 25 000, 24 quelque chose. Parce que c'est très bien, mais Canon, vous pouvez faire d'autres optiques aussi que ça. Parce que on a quoi 24 105 f4, 24 70 2.8, et on a le 28 70 f2 et le 24 105 f2.8. Donc voilà, au final. Pour avoir des choses un petit peu flossantes. Bah après, voilà, je dis ça, mais maintenant comment dire ça, les optiques RF sont assez complètes puisqu'on a le 10-20, on a le 14-35, le 15-35. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez complet. Par contre, on attend toujours les optiques L 24-35 et peut-être 20. Je sais pas, donc voilà de ce côté-là. C'est une optique qui reste vraiment très intéressante, mais elle va être niche dans le sens où elle est vraiment très chère, et elle est plus... elle a plus été faite pour la vidéo, bien sûr, elle sera très très bonne en photo, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est plus que, voilà, Canon, je pense qu'ils l'ont designé surtout pour faire de la vidéo. Et après, pour finir, je vais pas forcément regarder, donc c'est des optiques, TT Artisan 500 mm, mais qui sont manuelles, me semble-t-il. Et là, on a cette petite optique, je savais pas qu'elle était si peu chère, je viens de le voir d'ailleurs, 20 mm 2.8, donc moi c'est pas intéressant pour moi parce que j'ai déjà le 20 mm 1.8 qui est une de mes optiques préférées qui existe, hein, que j'ai depuis très longtemps au final, ça doit être l'optique que j'ai sur un système hybride depuis le plus longtemps. Bon après j'ai des vieilles choses là qui traînent, donc des optiques F, Nikon.
Mais pour 219 €, voilà, on peut pas se tromper de ce côté-là. Moi, j'adorais justement le 20 mm que j'avais. C'était pas un AFD, c'était un AF d'ailleurs, encore plus vu que ça. Et j'ai adoré l'utiliser sur mon D750 parce que j'ai eu pas mal de Nikon avant d'arrêter avec le Z6. Voilà. Donc du coup, on va avoir toutes ces optiques-là. Alors ça, c'est juste, voilà, il y a la 2 et plein de petites choses qu'on verra pas ici. Donc le dernier sujet dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est que je fais des vidéos de preview et c'est pas forcément toujours compris par les gens. Donc je suis obligé de dire au début de vidéo, oui, c'est pas un test, voilà, je regarde les caractéristiques techniques, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore pas compris que c'est important de regarder les caractéristiques techniques des boîtiers, et puis c'est une pratique qui s'est oubliée avec le temps, je le remarque de plus en plus. Maintenant qu'on a des vidéos YouTube de 15 minutes, les gens achètent des boîtiers sur ça, et c'est assez dangereux, il faut vachement se renseigner sur ce que vous voulez, sur les capacités du boîtier vraiment. Moi j'en ai un petit peu marre des tests, des vraiment tests de youtubeurs qui sont ah ben je savais pas que ça pouvait pas faire ça. C'est marqué sur la fiche technique, et il y a vraiment des gens qui se trompent encore sur ça. Et donc, moi, ça m'énerve des fois, évidemment, d'avoir des commentaires comme quoi, oui, vous faites, voilà, vous testez pas l'appareil photo, ou même avoir des trucs du genre, vous n'aimez pas cette marque, et ça m'arrive souvent avec Nikon. Enfin, souvent. Ça m'est surtout arrivé avec Nikon, notamment avec ma vidéo sur le ZF, que j'ai qualifié d'appareil photo qui faisait le job, parce que, en fait, voilà, l'histoire, c'est que Nikon, pendant très longtemps, ils ont fait des appareils photo qui n'avaient, comment dire ça, qui ne concurrençaient absolument pas ce qui se passait autour d'eux. La 7.3, il a toujours eu le log. Maintenant, la 7.4, il a le log 10 bits. On a le log 10 bits sur le R6 Mark II, sur le R6 aussi. S5, S5 II, S5 IIX. Voilà, donc il était temps que Nikon s'y mette, et quand ils ont fait ce ZF, pardon, et ben il arrive à cocher toutes les cases, mais juste toutes les cases. Par exemple, si vous achetez le Lumix S5 Mark II, c'est le même prix, et vous avez plus de capacité dans le S5 Mark II. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, de ce côté-là. Et pour avoir dit, enfin pas dit ça exactement, mais pour avoir dit que c'était pas le meilleur appareil photo et qu'il y avait quand même une grosse concurrence derrière, on m'a souvent commenté comme quoi j'avais pas l'appareil photo entre les mains, donc je pouvais pas dire, et donc juste avoir un bel OGV. Oui, mais j'ai déjà eu... Moi, je suis Nikoniste, hein, à la base. J'adore Nikon. J'ai appris à faire de l'argentique, et j'ai fait quasiment que de l'argentique 35 mm avec des Nikon. Si je retourne sur un 35 mm argentique, c'est un Nikon de toute façon. J'ai eu le Nikon F, le Nikon F2, le F2A. Enfin, j'ai eu plusieurs prismes. Donc j'en avais deux, un argenté et un noir. Et j'ai eu plusieurs prismes dessus, dont le F2A, que je trouvais assez cool, mais qui a fini par s'abîmer. Je sais plus si j'ai fait un faux mouvement dessus. Mais voilà, parce que c'était assez capricieux les mécanismes là-dessus. Le F3, le 2FE, d'ailleurs je sais plus si j'en ai encore un qui traîne, et j'ai un Nikkor FTM, qui est un FE au final, encore ici, F90, F100, voilà. Donc j'ai eu plein de Nikon au final, je sais à quoi ressemble un Nikon physiquement, et un ZF, c'est pas vraiment ça au final, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'était un FE, et je pense que si j'en avais entre les mains, ça n'aurait rien à voir. Et puis en plus, on a tous ces boîtiers ergonomiques qui nous permettent d'utiliser des optiques longues, et Dieu sait que les Nikon, elles sont longues, et du coup, c'était intéressant d'avoir un Z8 ou un Z9 qui sont des boîtiers certes plus larges que les autres, et moins compacts et plus visibles, mais qui ont cette capacité à être plus gros, pour avoir des optiques Nikon, voilà, qui marchent dessus. Et donc je trouve ça dommage au final de juste voir, voilà, donc de voir juste moi comme étant le problème là-dedans, alors qu'au final je ne dis que ce que dit la fiche technique. Voilà, c'est intéressant d'avoir une SD et une micro SD par exemple. Mais si le boîtier faisait la taille d'un Z6 II, il n'y aurait pas besoin d'avoir ça. Donc, c'est une solution à un problème qui ne devrait pas exister. Genre, le boîtier n'est pas vraiment plus petit, mais en même temps, comme il n'a pas de grippe, on ne peut pas avoir de port spécifique de carte. Donc, on est obligé d'avoir une micro SD. Et la micro SD, c'est intéressant, sauf que je parie que ça surchauffera plus qu'une SD.
de base, parce que c'est plus petit. Parce que en gros, en fait, si vous ne le savez pas, une micro SD, c'est une SD UHS-2. Et c'est plus petit. Et ça chauffe vraiment énormément. Donc voilà, il y a des limitations de physique qu'on peut pas outrepasser au final. Et je trouve ça dommage qu'on me dise juste que c'est moi qui n'aime pas les appareils qui suivent anti-Nikon. C'est juste que vous pouvez aimer le ZF. Moi j'aimerais bien le ZF moins cher. C'est tout simplement ça, qu'il est vraiment le prix qu'il est censé avoir, que les gens ne payent pas juste le fait d'avoir un boîtier rétro et qu'ils aient vraiment des capacités supérieures. Parce que au final, c'est tout ce que pourrait avoir un Z6 III, pardon. Mais un Z6 III, il coûterait, je pense, moins cher s'il n'avait pas un boîtier aussi joli. Et certes, il est très joli, le ZF, mais c'est pas juste pour parler de ça. C'est que il y a une tendance dans les commentaires que je ne comprends absolument pas, c'est que, voilà, on est sur Internet, je crée une vidéo, et les gens commentent, et ils estiment que leur avis doit être pris en compte, quoi qu'il arrive. Je peux pas commenter à quelque chose en disant que je suis pas d'accord, sans vouloir forcément avoir raison. Ce qui n'est absolument pas le cas, c'est que, c'est juste qu'on est tous des fourmis, et je vois pas pourquoi je prendrais plus en compte l'avis de n'importe qui commente, alors que je ne connais ces personnes ni d'Ève ni d'Adam, et que je ne sais même pas si elles savent vraiment quelque chose là-dedans, ou si c'est juste leur avis parce qu'ils ont estimé qu'ils voulaient l'appareil photo. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est que c'est pas parce que je critique un appareil photo que vous voulez que vous pouvez pas apprécier l'appareil photo. Admettons par exemple que on prenne vous aimez les vieilles voitures qui sont pas forcément performantes. Et vous aimez vous allez comparer deux voitures. Il y a une voiture qui est très efficace, on va dire une voiture japonaise qui fait 300 chevaux, mais qui est pas forcément la plus belle du monde, mais qui fait tout très très bien, qui est très efficace, et voilà. Donc ça marche. Mais vous, si la vôtre est plus jolie, mais va moins vite, eh ben elle ira toujours quand même moins vite que l'autre. Mais le fait qu'on vous le dise, c'est pas un problème, puisque vous le savez à la base. Et donc, pourquoi, dès lors qu'on va critiquer quelque chose que vous appréciez, même si vous savez que c'est pas forcément mieux que les autres, ça va vous frustrer. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je fais pas ça juste pour dire « Ah non, Nikon, c'est pas bien, et le ZF, c'est nul ». C'est juste parce que quand des gens ils veulent acheter un appareil photo, je vais pas leur dire que c'est bien, alors que à côté, je regarde, et il y a quelque chose qui peut satisfaire plus leur désir que ça. Et moi, je suis du genre à acheter un boîtier parce que je le trouve joli, à vouloir me balader avec. Mais par contre, je trouve que des boîtiers comme ça, c'est complètement anachronique. Je ne comprends pas je ne comprends pas. Si, je peux comprendre le fait de vouloir un boîtier comme ça, mais on peut avoir un boîtier moderne et joli. C'est juste une façon de penser. C'est un avis. Chacun son avis. Et donc, voilà. J'ai le mien. Et je trouve juste que techniquement, on ne devrait pas juste payer le fait qu'il soit beau. Parce que derrière, il n'est pas spécialement mieux fabriqué qu'un autre appareil photo. C'est pas comme acheter un Leica. C'est ça qu'il faut se dire. Enfin bon, bref. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous avez compris, j'espère que ça me fera assez plaisir. Mais le seul truc que ça va poser comme problème, c'est que moi, j'aime bien répondre aux commentaires pour être sympa. Je ne le fais pas parce que je me sens obligé de me justifier. D'ailleurs, c'est encore un gros problème, c'est que dès qu'on va ouvrir la bouche ou dire quelque chose, c'est qu'on essaie de le justifier. J'en ai rien à faire. J'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien vous conseiller tout ça, mais si ça part du principe que c'est un avis et que les personnes regardent la vidéo, elles veulent pas avoir ce type de contenu, qu'ils aillent voir ailleurs, tout simplement. Je suis pas là pour satisfaire les demandes de n'importe qui. Si vous adhérez à ce que je fais, je peux très bien me corriger en me disant, vous me dites par exemple, ah là t'as fait une erreur parce que l'appareil photo il fait pas ça, il fait pas ci. Je serais complètement d'accord avec vous, je ferais, désolé, excusez-moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais pour dire juste, non, tu dois pas faire de vidéo comme ça, parce que non, non. Donc voilà, c'est dommage, parce que je finirais certainement par
répondre à moins de commentaires, et en répondant à moins de commentaires, eh ben, j'en aurais peut-être moins quelque chose à faire de certains commentaires pertinents qui mériteraient une réponse, et donc c'est ça qui est dommage. Donc voilà, j'espère que j'en arriverai pas là, mais si je continue à avoir des commentaires comme ça, c'est pas que sur les vidéos du ZDF, hein, bien sûr, mais voilà, donc j'espère que j'ai pas fini sur une note un petit peu triste, on va dire ça comme ça. Et puis peut-être que voilà, dans mes commentaires, c'est un des problèmes, hein, c'est qu'on n'est pas en train de discuter les uns en face des autres, donc peut-être que dans mes commentaires, vous croyez que je réponds d'une certaine façon, alors que c'est absolument pas le cas. Mais voilà, et puis j'aime Nikon, regardez, j'ai le 55 micro Nikkor de 8, qui est une très vieille optique, puisqu'ils l'ont jamais fait en AFD, parce que apparemment elle n'avait pas de succès. Et peut-être qu'un jour je retournerai chez Nikon pour ça, pas avec le ZDF, hein, tout simplement, parce que ce qui me manque, par exemple, chez Sony, c'est d'avoir une très bonne optique 55 ou 50, ce que fait le Zeiss, mais le Zeiss n'a pas le fait de pouvoir faire la mise au point, je crois, à 20 cm avec celui-là. Ce que fait par exemple le Nikkor MC 50 mm f2.8. Alors moi que l'optique soit très ouverte, je m'en fiche, je préfère mieux avoir comment dire, une certaine précision dans la mise, comment dire ça, dans le piqué et certaines qualités d'arrière-plan que certaines optiques Nikon, notamment celles-là, ont. Hein. J'ai pas envie de parler de 3D Pop avec ça, mais il y avait vraiment quelque chose sur ces optiques-là. Et c'était surtout à la base, j'ai appris à faire de la photo avec le 55 f3.5, donc la version d'avant, puisque ça, en gros, c'est une optique AIS de 8 qui a été recarrossée par Nikon pour convenir à l'autofocus. Et j'ai l'optique que je considère toujours comme la meilleure optique que j'ai jamais eue, mais pour une raison particulière, et c'est pour ça aussi que je suis attaché à mes objets, et que je comprends qu'on puisse s'attacher à un ZF, mais qu'il faut accepter l'avis des autres aussi, c'est que ça, c'est un 35 f2, donc alors c'est pas la meilleure optique du monde, mais comme je l'ai eu à 45 €, et que j'adore avoir des choses qui marchent pour pas cher, et ben ça restera, à mon avis, à jamais ma meilleure optique, et donc c'est pour ça que je la garde. Et c'est dommage qu'on puisse pas faire l'autofocus avec le FTZ, parce que tout simplement, le FTZ n'a pas assez de moteur, parce que, si vous le savez pas, le FTZ, il est fait pour pouvoir faire marcher les AFS type G, enfin tous les types G, donc il y a des AFC type G, ouais, enfin bref. Parce que, il y a moteur pour l'ouverture sur ces optiques-là. Et je sais pas si vous le saviez. Et du coup, en fait, Nikon a fait le choix de dire c'est plus important d'avoir le moteur des ouvertures, parce que sinon, on fait comment pour faire marcher nos appareils, enfin, les appareils photo dessus, si on n'a pas l'ouverture. Donc tout ce qui est AFSG, tout ce qui est même AFD, tout ce qui est couplé par un doigt mécanique qui a un moteur à l'intérieur du boîtier. Donc ça, ils ont dû le refaire dans le FTZ et le FTZ2, sauf que du coup, il n'y a pas le moteur en plus pour faire en sorte que les AFD marchent. Et donc, c'est très dommage. Et c'est aussi une des grosses raisons qui m'a fait quitter Nikon. Si vous aviez fait un FTZ qui avait les deux moteurs à l'intérieur, je ne serais jamais parti de chez vous, parce que c'est quand même dommage. Hein. Avant, moi, ce que j'adorais sur la monture F, c'est de pouvoir adapter n'importe quoi depuis les années 50. Donc moi, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Hein, non, mais donc, je ne dis pas que je reviendrai jamais à Nikon. C'est juste que le ZF, c'est niette pour moi. Et donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de Some News, comme je l'ai appelé, et comme vous avez dû le voir, ou vidéo de test. D'ailleurs, il y a pas mal de tests qui devraient sortir. Enfin, je ne promets pas tout de suite, notamment le 85 1.8 pour le Lumix S52X, l'optique de kit qui est vraiment pas mal, le 2060. Il y aurait aussi ma vidéo sur MPEG, mais je sais pas au final si je vais en faire une vidéo. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte d'avoir un axe pour vous parler de ça, parce que c'est très très long. Parce que si vous ne savez pas, MPEG, c'est un des comités de l'ISO
qui permet d'avoir tous les formats vidéo harmonisés et donc toutes les colorimétries, notamment les formats qu'on appelle MPEG 4 et MPEG H, donc le MPEG 4 étant le H264, enfin une partie du MPEG 4, attention, étant le H264, donc le codec vidéo, codec. Voilà, c'est ça, en fait, quand on se met à chercher là-dedans, ça devient très compliqué, mais ça m'a pris plein de trucs, et le MPEG H, c'est l'H265, mais voilà, on en reparlera certainement dans une autre vidéo. Donc salut.